suivre. J'espère que vous vous portez bien. Une nouvelle semaine qui démarre et en plus c'est une semaine merveilleuse parce que cette semaine-là nous conduira tout droit à Noël. Donc j'espère que vous vous préparez bien, que vous êtes dans une belle dynamique, que les enfants sont contents et que tout cela se prépare bien. Mais surtout, vu que Noël annonce en même temps la fin de l'année et la sortie de 2020, que vous avez eu le temps de vous asseoir, de faire un petit bilan de cette année-là, de pouvoir se dire, bon, voici ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voici ce qu'il faut corriger ou mieux faire l'année prochaine. En tout cas, on vous souhaite d'avoir fait des choses belles ou d'avoir bien profité de cette année malgré ce dont elle a eu l'air. Aujourd'hui, on va commencer à se préparer pour les fêtes de fin d'année. Quand on parle de fêtes de fin d'année, on ne peut occulter la question de la sécurité. Donc on en parle aujourd'hui, mais avant, vous le savez, on a une série d'entretiens que l'on vous propose. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'échanger avec une jeune actrice ivoirienne qui a une très belle carrière, qui monte et aujourd'hui qui transmet son savoir à l'école. Elle, c'est Eve Guy-Sandrine avec qui on échange dans cet entretien et on revient pour la suite. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci beaucoup de nous suivre. Aujourd'hui, je reçois pour vous une grande dame de scène. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler parce que j'ai eu la chance de la voir et au théâtre et au cinéma et je peux vous dire que c'est une artiste hors pair. Beaucoup la découvrent au petit écran il y a quelques années dans une série courte appelée Le Grain. Et là, c'est une bonne femme, franchement. Bon. Comment un homme peut supporter ça? Mais bon, bref, c'est pas elle, c'est le rôle qu'elle incarne. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'échanger avec elle. Il s'agit de Eve Guy-Sandrine. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Bienvenue. Vraiment, plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ton parcours quand même est connu maintenant des uns, enfin de ceux qui te suivent en tout cas. Tu commences très jeune au théâtre, ensuite tu vas te former à l'INSAC. Pourquoi tu choisis cette filière de formation? Déjà, quand j'ai été accostée, je vais profiter de l'antenne pour pouvoir faire un aveu. Oui. Quand je suis allée au Sotigi et que je voyais les gens recevoir les prix et faire des discours, je me suis dit dans la tête que le jour où j'aurai la chance de recevoir aussi un prix, j'allais peut-être expliquer mon petit parcours. C'est-à-dire que quand Feu Ouedraogo Abdoulaye, mon formateur, m'a accosté dans la cour de l'école quand j'étais en seconde et qu'il m'a dit qu'il y a une pièce de théâtre, j'aimerais que tu intègres la troupe et tout, j'avais jamais imaginé que j'allais tomber amoureuse de cet art-là. Okay. Et je pars en répétition, je vois, j'aime l'esprit d'abord, parce que moi, il faut déjà que j'explique un truc, c'est que je me sens à l'aise là où il y a la joie. Donc quand j'ai vu la bonne ambiance, tout de suite, j'ai aimé. Et je vois des gens jouer, je vois des amis comme moi, des élèves comme moi, m'incarner des rôles de ministre, de député. Mais du coup, j'attends. C'est quelque chose qui m'attire. Et c'est comme ça qu'on m'a donné mon premier rôle. J'ai essayé. Et de fil en aiguille, je crois en terminale ou en première, j'invite ma mère et ma soeur à venir voir la pièce. Et c'est après que ma mère me dit que juste après avoir regardé la pièce, elle a dit à mon père qu'il faut que juste après ça, on oriente Eve dans le théâtre. Parce qu'elle a ça, il faut qu'on l'oriente. Mon père était un peu sceptique. Après, ils ont accepté. Je rentre à l'INSAC, je ne connaissais pas. Je vous jure que au premier cours, je suis tombée amoureuse. Mais c'est-à-dire que peut-être, on va dire qu'en seconde, première, terminale, j'aimais. J'aimais. Mais quand je suis rentrée à l'INSAC, je suis tombée amoureuse et c'est de là que tout est vraiment parti. Alors, pour ceux qui sont initiés, ils savent ce qu'on apprend à l'INSAC. Mais pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'on apprend quand on est étudiante de l'INSAC? Il y a plusieurs écoles là-bas. Il y a l'école des beaux-arts, il y a l'école de musique, il y a l'école de danse, il y a l'école de théâtre, il y a l'école maintenant de cinéma, il y a l'école aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on les appelle, les archivistes là, ils ont leur école aussi là-bas. Donc moi, je suis à l'école maintenant de cinéma et de théâtre. Avant, c'était l'école de théâtre et de danse. D'accord. Mais tout a changé, donc je suis maintenant à l'école de théâtre et de cinéma. Et ils ont mis le cinéma avec, non, la danse avec la musique. Voilà. Okay. Donc voilà ce qu'on enseigne à l'INSAC, le théâtre, la danse, le cinéma, la musique, les arts plastiques et voilà. Et toi, tu apprends quoi? Et moi, j'apprends le théâtre et maintenant, j'enseigne là-bas. D'accord, maintenant tu es passée enseignante. Ouais. Tu aimes enseigner? J'adore. Moi, j'aime bien communiquer, partager. Je dirais, moi, j'aime bien partager. J'aime pas
le terme de formation. Non, moi, j'aime bien partager l'expérience. Parce qu'on apprend avec les étudiants aussi. Donc, ils apprennent avec moi, j'apprends avec eux aussi. Est-ce que les étudiants sont faciles? Moi, et ça, je te dis merci même pour la question, beaucoup de mes collègues ne comprennent pas pourquoi est-ce que les étudiants sont contents de m'avoir comme professeur. Et c'est après qu'un un inspecteur m'a dit le jour de mon inspection que j'ai quelque chose que beaucoup d'enseignants n'ont pas, c'est que je suis moi. Je ne joue pas un rôle quand j'enseigne. Parce que généralement, les enseignants disent que quand tu es devant eux, il faut mettre la carapace je dirais de commandant, de chef. Non, moi, je suis moi. Ils voient dans mes yeux que je suis là pour leur donner quelque chose, pour leur apporter quelque chose, pour partager quelque chose avec eux. Donc, du coup, ils se disent qu'ils ne peuvent pas être, je dirais, méchants ou maladroits, impolis avec moi pour perdre ça. Donc, c'est vraiment... Ils ont intérêt à être là pour pouvoir recevoir. Ok. Mais l'enseignement, c'est vrai que tu le fais et je l'entends que tu aimes bien ça, mais ça ne veut pas dire que tu arrêtes ta carrière. Non, impossible. Impossible. Impossible, je ne peux pas. Et c'était même là ma préoccupation quand j'ai passé le concours. Je ne voulais même pas passer parce que je ne voulais pas qu'on m'enferme. J'aime être libre. Lati, c'est quelqu'un qui est libre. Je voulais toujours continuer mes voyages avec ma compagnie. Mais quand on m'a dit qu'il y a le concours et qu'on m'a proposé de passer, j'avais eu peur. Mais heureusement qu'on a un directeur qui est vraiment compréhensif. Donc, du coup, on a parlé avec lui. Il nous a dit, je suis pour le fait que vous partez, vous voyagez. Parce que plus vous apprenez ailleurs, plus vous en avez et vous donnez beaucoup aux étudiants. Donc, du coup, ça va. On ne m'enferme pas, ça va. Le jour où on va vouloir m'enfermer, je vais vouloir partir ailleurs. Je vais chercher à aller ailleurs parce que ce n'est pas possible. Ça, c'est sûr. Et au théâtre, effectivement, tu tournes assez. Oui. Et en même temps, tu fais du cinéma. Qui est quand même assez prenant pour un temps de tournage. Comment tu concilies les deux? C'est difficile, il faut que je l'avoue. Des fois, avec mes responsables de théâtre, on se dispute parce que la vérité, je sais que j'aime pas le dire, mais je vais le dire. Je suis plus attirée par le cinéma. Faut pas que je le mente. D'accord. Donc, du coup, quand il y a une production qui me fait appel, qui a une tournée théâtrale, il faut, avec la production et avec mes responsables, qu'on trouve un compromis. Il faut qu'on trouve quelque chose pour que je puisse faire les deux. Mais si on me demande de choisir, mes responsables savent qu'au fond, je dois pencher pour le théâtre, pour le cinéma. Mais c'est difficile, c'est difficile. Je me souviens même qu'il n'y a pas longtemps, là, on devait jouer les bonnes. On avait 2 dates. Et il y a l'une des comédiennes qui était sur un plateau aussi. Et moi, je devais préparer aussi mon arrivée ici sur Ouaga. Je vous jure qu'on a répété seulement qu'une seule fois, mais en une nuit, parce qu'on n'avait pas le temps. Chacune n'avait pas le temps. Chacune devait tourner. Tourner, on n'avait pas le temps. Mais Les Bonnes, comme c'est une pièce que vous jouez depuis un bon moment. Comme ça fait près de 2-3 ans qu'on tourne et ça marche très bien parce qu'on joue beaucoup. C'est la seule pièce que j'ai vue de toi. C'est Les Bonnes. Et oui, et franchement, j'ai été conquise. Ah. Donc, je t'ai pas encore vue sur notre pièce, mais franchement, de ce que j'ai vu sur Les Bonnes, waouh. Ah. Il y a une autre pièce aussi qu'on appelle Condom de Noël Miningou. Ah, ouais. J'ai parlé avec lui, on a échangé et je lui ai dit que j'aimerais jouer avec toi. Il dit à défaut de jouer avec moi, moi je t'envoie une pièce. Ah. Et c'était un duo, il voulait vraiment qu'on joue ensemble. Et moi j'étais en master, je préparais mon master 2 et à la fin de chaque cycle, on vous demande de faire une représentation théâtrale. Donc c'est là que j'ai parlé avec lui, il m'envoie sa pièce, un duo. J'ai pas pu jouer avec lui parce qu'il est au Burkina, moi je suis en Côte d'Ivoire. Donc j'ai joué avec un autre garçon mais qui a cartonné aussi. Après, j'ai joué un monologue qu'on appelle La complainte de Wadi de M. Liazéré. J'ai joué Quand le temps s'arrête de Joël Amon à Javon, pardon. Je suis en ce moment sur 2 créations. Fuente Oberuna, c'est une collaboration entre la Côte d'Ivoire et les Espagnols. On est parti pour une représentation en Espagne. Et là, ils sont revenus encore pour une autre création qu'on appelle les Bourladors. Et là, quand je retourne en Côte d'Ivoire, on repart pour les répétitions. On dit que au cinéma, j'ai pas encore, j'aime pas dire, mon mari n'aime pas que je dise la chance. J'ai pas encore eu l'opportunité de jouer dans plusieurs films, mais au théâtre, ça bouge bien pour moi. Mais ça viendra au cinéma. Mais en fait, on a juste l'impression à t'écouter parler que Ève ne s'arrête jamais. Non, mais vraiment, ma vie, c'est un marathon. Quand est-ce que tu souffles? Ouais, là, tu viens de le faire, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Quand est-ce que je souffle? Quand est-ce que je souffle? Vraiment, je suis tellement amoureuse, passionnée de la chose que c'est bizarre. Quand je m'arrête de travailler, je me sens malade. Donc, je peux me permettre de prendre 2-3 jours de repos parce que vraiment mon corps me le demande. Mais juste après ça,
peut Il faut repartir. que le marathon reprenne. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu écris. Oui. En ce moment-là, j'ai écrit une pièce de théâtre. Je cherche le titre. Tous ceux qui lisent ne savent pas quel titre donner parce que c'est vraiment quelque chose qui parle de la condition de la femme, de la sexualité de la femme. Du coup, je ne sais pas quel titre donner. J'ai fini d'écrire ça et puis j'écris aussi des longs métrages. Là, quand je rentre à Abidjan, je termine mon long métrage qu'on appelle Je n'étais qu'un enfant. Là, je vais chercher maintenant à le matérialiser parce que là, je suis en fin d'écriture. Ok. Donc, tu écris, tu enseignes, tu joues. Et je danse. Tu danses. En fait, déjà, quand je dis tu joues, ça suppose la création, les répétitions, les représentations. Tu danses, le cinéma. Donc, forcément, répétition, du texte à mémoriser, des déplacements à faire. C'est un sacré emploi du temps, quand même. Vraiment, vraiment. Mais après, je ne sais pas si je sais pas si je vais appeler ça une chance ou un don ou un talent, je ne sais pas. Mais c'est que j'ai cette facilité-là de retenir. J'ai une très grande facilité de rétention. Du coup, il me suffit juste de lire un scénario 2 ou 3 fois pour pouvoir mémoriser toutes mes répliques. D'accord. Donc, quand tu dis que tu vas passer tu vas finir un long métrage, est-ce qu'on va voir F prochainement à la réalisation ou à la production? Non, pas à la réalisation. Non, peut-être à la production. D'accord. Mais pas à la réalisation. Je ne sais pas réaliser. Et je ne veux pas avoir la prétention de dire que je vais réaliser, à moins que j'apprenne auprès de quelqu'un de vraiment aguerri, quoi. Sinon, peut-être à la production. Maintenant, si ce n'est pas à la production, moi, je me contente d'écrire, donner mon film, donner à un producteur, il trouve les financements. On mettra idée originale. Idée originale, Guy F. Sandrine. Ça me... C'est vrai que tu as dit que tu n'as pas forcément eu l'opportunité de jouer pour le moment dans beaucoup de productions cinématographiques. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir au cinéma? Au cinéma, mon plus... Et il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle qui est là? Le chef-op de cette série-là, qu'on n'a malheureusement pas pu aller jusqu'au bout, qu'on appelle Marchand de rêve. Ça a été ma plus belle expérience. Parce que je devais jouer un flic, on m'avait rasé la tête. Oui, on m'avait rasé la tête. J'ai eu à avoir une formation à l'école de police. Mais c'était un truc qui allait vraiment cartonner, mais on a tourné, on a avancé, et puis malheureusement, ça n'a pas... Le projet n'est pas encore tombé à l'eau, ou bien... Je ne sais pas si c'est pas encore tombé à l'eau, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on a laissé ce projet. Et c'est vraiment... Je ne suis pas la seule, que ce soit pour les acteurs, les techniciens, tout le monde a mal. Parce que c'était vraiment un magnifique projet qui allait vraiment, je dirais, booster ma carrière. Parce que j'étais l'actrice principale et c'était mon plus beau projet, quoi. Vraiment. Quand même, on imagine. C'est vrai que tu es une femme. Oui. On dirait que c'est normal. Mais tu incarnes quand même un certain nombre de combats de la place de la femme dans la société, dans la pièce. C'est fait exprès ou c'est juste le fruit d'un casting? Oh non, c'est pas fait exprès. Moi, je sais même pas. Peut-être que comme j'aime beaucoup défendre les femmes, la nature même attire ces pièces ou ces productions à moi. Sinon, c'est pas comme si c'est pas fait, c'est pas dessin. C'est comme ça. On m'appelle, c'est des castings. Je lis le scénario. Oh, on doit défendre la femme. Bon, on y va, on part. Voilà. Mais finalement, la cause féminine, où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? J'ai tendance à dire que je ne suis pas féministe. Pourquoi? Parce que je peux me tromper, mais je dis que pour moi, les féministes, j'ai l'impression, parce que je peux me tromper, parce que c'est vraiment une philosophie que j'observe de loin. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a une concurrence, il y a un combat entre elles et les hommes. On n'est pas en concurrence avec eux, parce qu'on est deux entités, je dirais, vraiment différentes. Les hommes ont leurs valeurs innées, et nous aussi, on a nos valeurs. Je suis pour le fait qu'on puisse inculquer, que ce soit à nos enfants ou à nous-mêmes, ces valeurs féminines, que ce soit la douceur, la rigueur, je dirais quoi encore, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs valeurs. Il faudrait qu'on inculque plus ça à nos femmes, à nos enfants, que de rentrer dans ces combats avec les hommes et les femmes. On ne peut pas. Ils ont leurs valeurs et c'est pour ça qu'ils vivent ainsi. Et nous aussi. Faut juste trouver le juste milieu, qu'on se comprenne et qu'on évolue ensemble. Parce que sans eux, on n'est rien. Sans nous, ils ne sont rien. Et justement, dernièrement, j'ai découvert qu'il y avait la Journée internationale de l'homme. Je ne sais pas si Où? Oui. Mais ça,
Ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'au Canada, il y a l'association des hommes roses, comme les femmes battues, parce que eux là-bas, ils sont tellement lésés, résignés au dernier plan. Du coup, ils ont créé cette association-là pour qu'on les valorise un peu. Mais après la journée des hommes, là, moi, j'ai pas encore entendu ça. Ça existe. C'est le 19 novembre de chaque année depuis 1999. Oh! Donc, mais c'est que c'est vraiment parce que, je sais pas, c'est parce que c'est pas médiatisé ou peut-être comme pour les femmes. Bah, ils vont dire encore que quand c'est les femmes, on parle. Mais ils nous ont longtemps fatigués, donc c'est normal que maintenant, là, on profite un peu. Laissez-nous, vont nous gâter. Ça fait quoi? En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Mais vraiment. Et je te souhaite un bon retour. Vraiment. On a déjà eu un petit aperçu de la suite de ton emploi du temps. Ouais. On te souhaite beaucoup de force. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu t'accompagne. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup à Stéphanie. Je profite de l'antenne pour te dire que je t'apprécie beaucoup. Merci. Et j'aime ton travail. Tu le fais avec amour. Et quand on te voit, on a tout de suite envie de te regarder parce qu'on voit une lumière parler. Et c'est très attrayant. Est-ce que je vais trouver les mots pour faire la conclusion après ça? Merci beaucoup. Vraiment. C'était un plaisir en tout cas. Et chaque fois que tu reviens, c'est chez toi. Vraiment. Donc tu n'hésites pas. D'accord. Tu viens, tu es la bienvenue. C'est gentil. Merci beaucoup, Stéphanie. Et bon vent. Merci. Et bonne suite. Merci. Et à bientôt, Inch'Allah, pour le festival. Oui, on croise les doigts. Yes. Et qui sait, tu seras peut-être encore une fois en compétition. Ah, si, on croise les doigts. Eh bien, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est pas dire qu'on a tout dit, hein, mais il faut qu'on s'arrête. La prochaine fois, on va essayer de creuser un peu plus. En attendant, portez-vous bien et merci de choisir BFA. Au revoir. Bisous. Merci de nous rejoindre pour la suite en direct. Et cette fois-ci, on revient sur notre sujet de sécurité. Mais avant, on va dire un grand merci à la résidence Amsterdam, justement, qui nous a reçus pour cet entretien, autant avec Zeina Alissar la semaine dernière qu'avec Eve Gueye, que vous avez vu cette semaine. Et merci beaucoup à tous les espaces qui nous ont accueillis. Franchement, Ouagadougou est magnifique. Franchement, vous faites du bon boulot. Je suis contente. Merci beaucoup. Et alors, sécurité, on en parle. Le 21 décembre, lentement et sûrement. En fait, si on fait le décompte, il reste 10 jours. 10 jours, ça fait moins de 2 semaines. Rapidement, ça va finir. Mais surtout, rapidement, on rentre dans cette euphorie des fêtes. Les élèves sont déjà en congé. Certains parents également auront la chance d'aller en congé pour préparer cette période de fête de fin d'année. On sait de quoi ça a l'air en ville, on sait de quoi ça a l'air en circulation, on sait de quoi ça a l'air dans les débits de boissons, on sait de quoi ça a l'air dans les maisons. Quelqu'un a dit quelque part, je l'ai entendu, il y a une énergie générale qui met tout le monde dans une bonne humeur pour passer l'année. Il paraît que c'est lié au solstice d'hiver. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Toujours est-il que, à cause de cette euphorie, on se rend compte de ce qui se passe sur le terrain. Et justement, on se dit, mieux vaut prévenir que guérir, ou pire, qu'enterrer, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a envie de tirer la sonnette d'alarme. Pour parler de sécurité en période de fin d'année, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Zagré Juste. Il est président de l'Association pour la sécurité routière en Afrique. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Micro. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, et vous? Ça va, et la route en Afrique? Oui, ça va. Super. Ça s'améliore. Parce qu'en 2020, je pense que la route s'est reposée. Un peu. Elle a essayé en tout cas. On reste toujours sur la route. Cette fois-ci, on est à Ouaga et désormais à Bobo également, oui, avec l'association Faso One Village, représentée par M. Kabouré Suleiman sur ce plateau. Comment ça va? Oui, ça va bien. J'ai entendu que vous vous déployez désormais à Bobo Dioulasso. Oui, donc pour donner un peu plus de tonus à notre travail et aider également les usagers à passer facilement sur les axes et réduire quand même le nombre d'accidents qui est encore très élevé, et sensibiliser également les usagers à travers les axes où nous sommes. D'accord. En tout cas, on vous dit un grand merci pour ce combat-là. Et toujours en face de moi, et toujours sécurité routière, cette fois nous sommes avec une dame. Je ne suis pas la seule femme sur le plateau aujourd'hui, heureusement. Nous sommes avec Mme Traoré Maïmouna. Elle est attachée en études et membre de la direction de la planification et de la promotion de la sécurité routière à l'ONASER. C'est bien cela? C'est bien cela. Bonjour. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bien, merci. Et vous-même? Ça va. Et à l'ONASER? Oh, à l'ONASER, on est dans notre combat quotidien contre l'insécurité routière. Et on a foi, on y croit et on pense qu'on va y arriver.
Oui, on ne lâche pas, l'affaire. Et quand on parle de sécurité, certes, sécurité routière, mais également sécurité, secourisme, parce que oui, il est important de se rendre compte que les problèmes d'insécurité se trouvent autant en route qu'à la maison que là où nous sommes. Donc on parle également secourisme, premier soin d'urgence avec M. Daouda Sawadgo. Il est le formateur des formateurs de la Croix-Rouge, également responsable du centre de formation. Comment ça va? Oui, ça va bien, Stéphanie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comment ça va à la Croix-Rouge? Alors, la Croix-Rouge, ça va très bien. Nous venons de rentrer d'une campagne de sensibilisation sur les premiers secours. On a été dans 4 villes pour sensibiliser les personnes vulnérables sur ces gestes de soins d'urgence. Donc, ça suit par rapport au contexte actuel de fin d'année. Je pense que c'est de bon temps. C'est important. Voilà, c'est important. Au moins, si dans une assemblée, il y a une personne qui sait quoi faire en cas de problème, oui, c'est important. C'est important. On vous remercie pour ça. Merci. Alors, Monsieur Zagré, à Ouaga, au Burkina, on le sait, les chiffres d'accidents de la route malheureusement grimpent en période de fête de fin d'année ou de fin d'année tout court sans les fêtes. Qu'en est-il pour le reste de l'Afrique? Alors, la période de fin d'année est toujours très cruciale, surtout pour les grosses agglomérations. Donc, les grandes capitales vivent sensiblement les mêmes situations. Et il y a des efforts qui sont déployés pour endiguer le phénomène. Parce que concernant les questions de sécurité routière, ce n'est pas seulement les engins. Les engins, c'est une thématique. L'infrastructure est une thématique. Le comportement humain est une thématique. Et il y a tout un ensemble, cet ensemble de thématiques-là qu'il fait en fait que l'on peut considérer et voir la sécurité routière sur plusieurs angles. Donc il est important pour ceux-là qui prennent des décisions et pour les acteurs même et les usagers de s'associer, de travailler en fait à ce qu'on ait des résultats. Donc l'Afrique est partout dans le monde, essentiellement, on est comment je dirais-je, on est dans une situation en fait quasi similaire. Et les gens font face quasiment aux mêmes enjeux et aux mêmes réalités. Et qu'est-ce qui explique cela en fin d'année particulièrement, selon vous? Moi, je pense que c'est un phénomène plutôt social et à la limite culturel. On a associé en fait la fin de l'année du calendrier grégorien à un ensemble d'événements et d'activités à caractère récréatif ou de réjouissance pour commémorer en fait le passage à la nouvelle année comme quelque chose. Les gens mettront en fait des raisons qui sont sociales ou personnelles pour se réjouir d'un accomplissement, d'avoir parcouru en fait une certaine étape. Voilà. Et c'est été normalisé. Donc faire la fête en fin d'année est devenu normal. Décembre, c'est une grosse récréation. C'est une grosse récréation pour tout le monde. Une excuse pour se voir pour ceux qui ne se voient pas, une excuse pour se parler. C'est bien, c'est bien. Mais après, c'est important, on va le dire, vu comment le monde est parti maintenant et que tout le monde court derrière l'argent, derrière les finances, derrière. Avoir un temps pour se retrouver, en principe, c'est bien. Si le Père Noël est en rouge parce que Coca-Cola l'a voulu. Bah oui. Voilà, donc si c'est vous qui habillez votre fin d'année et vous l'habillez selon ce que vous désirez, mais il ne faudrait juste pas oublier, on a besoin d'être vêtu. On n'a pas besoin en fait de parader. Donc il s'agit de revenir un peu à l'essentiel et au comportement essentiel. C'est des moments en fait de réjouissance et de retrouvailles familiales. C'est des moments de pardon. C'est des moments en fait où on arrive à se ressourcer, à retrouver des valeurs que l'on avait peut-être perdues en cours d'année parce qu'on était en train de courir dans tous les sens. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut oublier les éléments de base et les fondamentaux du comportement humain et de la vie collective? Je pense que la question est là. C'est très important de poser cette question-là. Et je me tourne vers Mme Traoré. Quand on est dans une structure comme l'ONASER, quand on est au quotidien confronté à la réalité de l'insécurité routière et que l'année tire vers sa fin, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est accentuer nos actions de sensibilisation, surtout, mais aussi de répression. Et nous partons vers les populations dans les 4 coins du Burkina. À l'heure actuelle, les équipes techniques n'ont même pas le temps parce qu'on parcourt vraiment le Burkina pour donner la bonne information en matière de sécurité routière, pour inviter les gens à ne pas conduire en état d'ébriété surtout. Parce que pendant les fins d'année, c'est la principale cause des accidents de la route, la conduite sous l'emprise de l'alcool.
Donc, nous faisons des émissions aussi pour sensibiliser la population, pour leur dire quand on a trop bu, il faut s'asseoir pour retrouver son état normal avant de reprendre la route, ou alors il faut se faire déposer. Voilà, comme on aime le dire, celui qui conduit ne boit pas. Voilà, donc nous portons... Première règle de la fête. Exactement, celui qui conduit ne doit pas boire. Voilà, nous invitons les gens à sortir ensemble et à désigner quelqu'un qui va conduire, même si c'est à moto, si vous êtes à deux, il faut désigner cette personne qui va conduire, et cette personne ne doit normalement pas voilà, consommer de l'alcool. En plus de cela, nous sensibilisons aussi sur l'excès de vitesse. Voilà. Souvent, les deux choses sont liées, hein, parce que quand on boit, on a le goût du risque. Et malheureusement, c'est ces mêmes personnes qui sont en état d'ébriété qui se retrouvent à faire de la vitesse. Est-ce que vous voyez? Donc, parce qu'on ne maîtrise plus les choses. Exactement. On pense qu'on est devenu un super homme ou bien une super femme. Donc, ça fait qu'on a l'envie, on a le goût du risque en fait. Donc, ça fait qu'on s'adonne à l'excès de vitesse. Et malheureusement, quand un accident a lieu en pleine vitesse, il y a plus de probabilité d'avoir des morts, quoi. Donc, c'est des comportements qu'on invite les populations à bannir pour qu'on puisse avoir des fêtes et qui se passent sans deuil pour toutes les familles, quoi. Idéalement, comme il l'a dit, hein, l'occasion de se retrouver, de faire le bilan, de se ressourcer. Exactement. C'est pas l'occasion de se dire au revoir. Si exactement. On se retrouve, voilà, oui, en plus de cela, je vais noter la répression aussi qu'on fait. On a des équipes de contrôle radar, de contrôle de la vitesse, qui sont sur divers axes routiers. Parce que souvent, la famille est à Bobo, on est à Ouaga, on veut courir rapidement, rattraper la famille pour fêter, et on s'adonne encore à l'excès de vitesse. Donc, l'ONASER a des équipes qui sont déployées un peu partout pour pouvoir lutter, pour pouvoir réprimer ceux qui s'adonnent à l'excès de vitesse. Voilà. Quelle est la formule qui marche le plus? Ça, je vais faire l'exception de faire un tour de table avec cette question avant de revenir. Quelle est la formule qui marche le plus en matière de sécurité routière? La sensibilisation ou la répression? Je pense sincèrement que c'est les deux. Les deux mises ensemble? C'est les deux. Okay. Pour faire partie des techniciens de l'ONASER, on va souvent dans les coins les plus reculés du Burkina. Il y a des gens qui n'ont même pas la bonne information en matière de sécurité routière. Okay. Donc, je pense sincèrement que c'est les deux. Par exemple, quand il y a des projets routiers que l'ONASER doit assurer le volet de sécurité routière de ces projets routiers, quand vous arrivez dans un village et que vous dites à quelqu'un, il ne doit pas, quand il part d'un village à l'autre, il ne doit pas marcher sur le goudron. Le gars, il ne savait même pas qu'il ne doit pas marcher sur le goudron. On vient de faire un goudron, on va aller marcher dessus. Pour ne pas se salir les pieds, vous voyez. Alors qu'en fait, non. Exactement. Et je me rappelle que je suis allée dans un village, justement, et on parlait de l'importance, et on parlait des équipements importants pour un vélo en matière de sécurité routière. Et on a remarqué que tous les vélos du village là n'avaient même pas de frein. On a demandé, on nous dit que bon, en réalité, quand ils payent le vélo, la première des choses qu'ils font, c'est enlever le frein déposé, parce que quand la boue rentre, ça ralentit et tout. Non, on leur a dit non. Voilà tout ce que le frein, comment le frein peut vous sauver la vie en cas d'une situation vraiment pas du tout intéressante, je dirais. Par exemple, quand une voiture déboule devant vous, c'est le frein là qui va vous permettre de vous immobiliser et tout. Et ils ne pensent pas à ça. Ils pensent à aller vite. Donc, quand ils payent le vélo, ils demandent le frein et puis ils déposent. Donc, je pense vraiment que c'est les deux. Aussi bien la sensibilisation que la répression. Parce que comme on le dit en circulation, il y a au moins 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui ne connaissent même pas le code de la route, qui ne savent même pas comment circuler, mais qui circulent. Il y a ceux qui savent comment circuler, mais qui ne respectent pas les règles. Et bon, il y a nous autres là qui connaissaient les règles et qui les respectent encore. Naturellement, c'est nous autres. Bon. Je ne sais pas si je suis... bon, bref, on ne parle pas de moi. Je tourne ma question vers Daouda. La répression ou la sensibilisation? Alors, donc avant de répondre, je vais vous raconter une anecdote un peu similaire à celle de madame. Il y a un monsieur qui a quitté le village, un vieux qui est arrivé en ville,
Ben, arrivé au feu, il a traversé tout bonnement, sans, voilà, pour lui c'est normal. Maintenant, il y a un policier qui était là, qui a sifflé. Et quand il a sifflé, le monsieur continuait de pédaler doucement, comme si de rien n'était. Donc il a rejoint là-bas, il a intercepté, mais que tu n'entends pas le coup de sifflet là, non? Il dit, mais écoute, c'est moi qui t'ai donné le sifflet. Faut siffler, siffle. Siffle jusqu'à... Bon, il y a des choses, je ne peux pas dire. En fait, Faut non siffler seulement jusqu'à... Oui, il ne sait pas qu'il faut s'arrêter au feu, oui. mais en plus, il ne sait pas que le sifflet, c'est une interpellation pour lui. Oui, non, pour lui, voilà. Donc, c'est pour dire que, pour corroborer ce que madame dit, il y en a qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la sécurité routière. Donc, du coup, là, il faut passer par la sensibilisation. D'accord. Mais si on dit également que la répression permet vraiment d'endiguer le phénomène, ben, on a des exemples pleins à Ouagadougou. Chaque jour, on arrête, on prend les motos, on prend les véhicules, les cartes grises et tout ça, mais ça ne réduit pas. Les gens ne font que répéter la même chose. Donc, du coup, je pense que les deux voilà, doivent marcher pour qu'on ait quand même des gens qui respectent la sécurité routière. Si on se situe exclusivement en ville, où on a souvent la prétention de penser que les gens savent ce que c'est que la sécurité routière, les règles de base de la circulation, quelle est la formule qui marche le mieux? Personnellement, je pense qu'il faut encore mûrir les questions. Oui. Pour le moment, ça semble que c'est le mix des deux qui fonctionne. Okay. Mais effectivement, on a remarqué en fait que ça ne change pas grand-chose dans les statistiques. Okay. Voilà. Et par exemple, je vous donne ce qui s'est passé là, une fois qu'on était en réunion avec le ministère. Il était question en fait pour les répressions du niveau des amendes. Et la discussion était âpre de savoir en fait s'il fallait augmenter les amendes pour que les gens soient dissuadés ou il fallait les baisser. Ou est-ce qu'il fallait même faire des amendes? Est-ce que c'était vraiment pertinent vu que ça n'a pas souvent l'effet, l'impact que l'on recherche? Donc, tant que l'on n'a pas encore réussi à trouver la réponse parfaite, la bonne formule, il est mieux que l'on reste sur le mix des deux. D'accord. Mais je pense qu'il va falloir miser sur la formation. Sur la formation. Oui, il faut former. Alors, M. Kaboulé, vous qui êtes vraiment en direct avec les usagers de la route sur le terrain, je sais que souvent, avec votre association, vous faites de la sensibilisation directe avec des haut-parleurs en circulation. Souvent, il y en a qui sont directs rappelés à l'ordre. On a souvent l'impression qu'ils ont besoin d'être limite humiliés devant tout le monde pour se rendre compte qu'il faut qu'ils fassent gaffe. Quel est le message que les usagers de la route entendent selon vous? Malgré la sensibilisation, le phénomène persiste. Donc, ce que nous avons priorisé chez nous, c'est continuer la sensibilisation en parlant directement sur le terrain. Donc, à travers nos agents de régulation qui sont autour actuellement à Ouagadougou 190, sur près de 10 carrefours. Donc, on continue la sensibilisation. Donc, les phénomènes qui ne sont pas justes, on leur demande de corriger. Mais malgré tout, ça persiste. Donc, pour nous, bon, c'est comme le grand frère vient de le dire, donc c'est de miser plus sur la formation, surtout les plus jeunes, parce que les grandes personnes sont déjà dedans, donc c'est difficile de les faire changer. Mais si on mise sur les plus jeunes, peut-être qu'à l'avenir, la situation va changer un peu. Et du coup, je saisis cette perche en fait pour faire un clin d'œil à l'Association pour l'éducation routière des enfants, donc présidée par M. Zombré, qui fait un travail magnifique. Mais je pense qu'il y a certains parents qui ne sont pas forcément au courant, qui peuvent amener leurs enfants dès l'âge de 6 ans pour les familiariser avec le code de la route, avec les panneaux de signalisation. C'est utile pour eux. C'est vrai qu'à 6 ans, ils sont tout petits, mais on n'est jamais trop jeune pour apprendre quelque chose, surtout quand ça concerne la sécurité. Sécurité routière, oui. Sécurité de façon plus générale, également, on en parle. Je me tourne vers M. Sawadogo. Alors, pour les périodes de fête de fin d'année, on l'a dit, les accidents de la route augmentent. Mais qu'en est-il des accidents domestiques, des accidents au service et de tout autre type d'accidents? Oui, effectivement, durant ces périodes, ces accidents domestiques également prennent un pic parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est des moments d'euphorie, d'inattention, et voilà, il y a trop à faire et puis bon, on laisse l'essentiel de côté et puis on est dans une atmosphère festive, donc du coup, alors on néglige un certain nombre d'éléments. Et là, patatras, les risques sont là tout le temps et facilement.
on peut avoir vraiment des personnes qui seront blessées, qui vont être gravement atteintes parce qu'on n'a pas fait attention. Les coupures graves au couteau, ça, je sais que ça revient souvent. Oui. Parce qu'on est en train de couper un morceau d'œuf et qu'on n'a pas regardé. Tout à fait. Au lieu de couper le poulet, on se coupe un doigt ou... Oui, mais vraiment, à domicile, il y a ça. Il y a les coupures, il y a aussi, bien sûr, les chutes qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi les bouteilles qui se cassent. Il y a aussi le feu. Il y a les fritures. Bon, comme on dit fête, il y a nécessairement des fritures et tout ça. Et donc, du coup, par inattention, vous pouvez laisser la casserole sur le feu, le manche un peu qui dépasse. Et bon, un enfant dans l'euphorie peut passer et puis bon, voilà, casserole tombe. Donc, tous ces éléments-là constituent vraiment des gros risques pour les gens. Mais hors de la maison, c'est également quand vous choisissez d'aller fêter quelque part, il faut vous assurer que effectivement là où vous êtes là, c'est un coin entre guillemets safe. Parce que bon, il faut dire que la plupart du temps, on ne tient pas compte de ça. Il faut, quand vous choisissez d'aller dans un endroit pour y rester pendant un bon bout de temps, il faut vous assurer d'avoir fait quand même un tour de sécurité, on va l'appeler comme ça. Ça consiste à se lever, regarder autour donc, de soi, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des choses qui pourraient être nuisibles pour la santé. Et surtout la nuit, il y a des zones où il y a trop de moustiques, ça également, ça constitue un danger. On ne se rend pas compte, mais on fête bien. Mais les moustiques aussi. Et c'est vrai que souvent, on s'accommode facilement de moustiques. Hein, quand on est hors de chez soi, on se dit « Ah, il y a trop de moustiques ici, mais bon, on est quand même assis. » Voilà, on est assis. Oui. Voilà, il y a aussi des endroits où il y a quand même des trous, il y a en tout cas des tessons de bouteilles qui sont entreposés. Facilement, on peut se couper. Le câblage électrique aussi. Le câblage électrique. Donc tout ça, ça doit faire l'objet d'une évaluation avant de choisir le lieu. Donc on ne parle pas s'installer parce que bon, voilà, il y a la bonne ambiance là-bas. C'est un coin à la mode. Voilà, exactement, mais il faut s'assurer que franchement, là où on s'installe là, c'est un lieu où vraiment, s'il y a une éventualité d'une situation, on arriverait à se sauver sans problème. Je dois avouer que je n'ai jamais fait ça. Ça, je ne sais pas si quelqu'un sur ce plateau a déjà pensé à le faire. C'est un comportement qu'on doit commencer à intégrer tout le temps. On le fait souvent. D'accord. On a eu la chance d'avoir été formé et entretenu sur un certain nombre de réflexes de base. Et quand on se souvient, c'est comme mettre une ceinture de sécurité. D'accord. Voilà, quand on a l'occasion, on fait attention à un certain nombre de détails. Et puis on prend des décisions en fonction. Voilà. Mais bon, personnellement, moi, je tiens à rappeler l'importance d'un certain nombre d'outils et de systèmes que le gouvernement travaille à mettre en place. Ils ne sont pas encore nécessairement opérationnels, mais il y a des outils qui sont en train d'être développés pour optimiser la sécurité et la sûreté pour les habitants et les citoyens. Alors, mais ce qu'il faudrait que le citoyen fasse, c'est s'approprier. On a beau vous dire comment faire, si vous n'appliquez pas par vous-même, c'est compliqué. Je regarde toujours mes petits frères qui sont à moto et je leur pose la question, est-ce que ta moto est assurée? Non. Est-ce que tu as un casque? Non. Est-ce que tu as fait une visite technique? Non. Les gens pensent que c'est pour les véhicules, c'est pour les automobilistes uniquement. Vrai. Et je lui dis, ok, tu vas sortir le matin, c'est le 24 décembre, tu vas faire une course chez Tanti Awa, tu es tout content et tout. Et au feu, par inadvertance, tu casses le rétroviseur de la dernière V8 que tonton Abdou vient d'acheter à 80 millions. Et le rétroviseur fait 25 millions. Parce que c'est un rétroviseur intelligent. Bon, je ne sais pas comment est-ce que la famille va se comporter pour des frais de 25 millions. Si tonton Abdou lui-même n'a pas pris l'assurance qui va avec, voilà. Alors que si tu avais une petite assurance côtière qui coûte quasiment pas grand-chose, souvent c'est autour de 1000 francs le mois, par rapport à tu fais une bourde, que tu casses un lampadaire qui est un truc public, ou bien que tu fasses un dégât, c'est l'assurance qui prend en charge. Donc, le fait d'avoir une assurance, ce n'est pas un luxe, c'est une prévention. Il faut le faire pour ne pas se retrouver. Là, si on te dit que ta famille doit payer 25 millions pour le rétroviseur de tonton Abdou, je pense que les fêtes sont gâtées. Comme on est dans l'habitude de dire pardon, revoir, tonton. Non, alors que ça ne marche pas toujours. C'est compliqué. Tonton Abdou, il a bossé dur pour acheter son véhicule à 80 millions. Et il a économisé peut-être toute sa vie. Son petit bijou. Et oui. C'est pas évident. Et c'est vrai que présenter comme ça,
ça donne à réfléchir. Il Parce faut qu'immédiatement, quand on parle de visite technique pour les 2 roues, quand on parle d'assurance pour les 2 roues, tu as entendu, oui, mais en fait, moi, je n'ai même pas l'argent pour mettre essence, ou tu me parles d'assurance. D'accord. Ouais. Ben, quand le véhicule, la motocyclette sera garée parce que tu auras de l'essence dedans, mais tu ne pourras pas circuler. Exactement. Voilà. Donc souvent, c'est vrai que bien présenté comme ça, on se dit, ah, c'est vrai qu'on a intérêt à l'avoir. Parce que sinon, derrière, on s'expose au-delà de sa santé. Parce que souvent, les gens se disent, oui, mais tu vas être guéri. Mais quand on les attaque financièrement, ils se disent, ah. C'est d'autant plus important si on fait l'extension. Ça, c'est des dégâts matériels. Admettons, par exemple, qu'il y a un dégât corporel, il y a un accident. Souvent, avant que le pronostic vital de la personne ne soit engagé, on a un délai d'1 heure ou de 2 heures pour intervenir et récupérer le patient. C'est ça. Voilà, donc on va le transférer à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui, les gens sont débordés. Et ensuite, il faut de l'argent pour les premiers soins. Et souvent, par exemple, quand le dégât est important, par exemple, il y a des fractures où il faut faire une intervention, mais qui prend en charge? L'assurance est là pour ça. Et surtout que ça se passe sur la route, il n'y a pas forcément un parent à côté. Exact. On ne peut pas... Et mieux, si on arrive même à contacter les parents et qui, financièrement, ils n'ont pas la liquidité, ils ne sont pas prêts, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'enfant ou la personne mourir. L'assurance est là pour ça. Avec une assurance, si l'hôpital sait que vous êtes assuré, l'hôpital vous prend en charge à hauteur jusqu'à une certaine hauteur, en attendant que l'on puisse trouver des voies et moyens. Donc l'assurance a sauvé tellement de vies et sauve tellement de vies. Ce n'est pas un luxe, une assurance. C'est pas vraiment un luxe, et je pense que même l'association des assureurs, ils travaillent là-dessus. Ouais. Ils ont des prix qui sont tellement adaptés en fait à notre niveau de vie. On devrait quand même inciter tout le monde, sinon même rendre obligatoire l'assurance et mettre en place des systèmes, et mieux, ça existe, ces systèmes-là, de prise en charge. Vous arrivez, on ne cherche même pas à savoir qui sont vos parents, on sait que vous êtes assuré, il y a un mécanisme en place, on vous prend en charge. Ouais, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'informations que l'on gagnerait à connaître et surtout à mettre en pratique, autant pour soi-même que pour les personnes qui sont autour de nous, parce qu'on ne sait jamais. En fait, l'assurance est là pour le on ne sait jamais. Exactement. Et ça peut arriver, et malheureusement, ça arrive, et on est là, désarmé, on se dit, Seigneur, si seulement je savais, alors qu'on aurait pu prendre les dispositions plus tôt. Et en parlant de dispositions, je reviens sur ma question pour M. Kaboré, parlant de s'assurer qu'on est dans un endroit plus ou moins safe quand on veut faire la fête. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous mettez en pratique? Supposons, sortez avec la famille. La première des choses, quand on sort, généralement, on n'a pas ça dans notre culture. Voilà, dit que les questions de sécurité, que ce soit la sécurité routière, et quand les gens sortent, la première des choses, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés, mais pas l'objectif sur la sécurité routière ou bien l'objectif sur la sécurité autour de lui-même. Donc, il arrive parfois que c'est en ayant les informations que l'on commence à les mettre en pratique, mais le plus souvent, beaucoup n'ont pas cette information. Donc, ça fait que quand on sort... Vous, personnellement? Moi, personnellement. Oui, on en parle. Oui, personnellement, ça dépend du lieu. Donc, il y a des lieux, quand tu arrives, tout de suite, ça t'étique. Donc, tu commences à prendre des précautions pour ne pas tomber dans certains trucs. Mais bon, de façon générale, c'est pas trop ça. C'est ça. Voilà. Donc, on va tous travailler. On a des efforts à faire. Moi, personnellement, non. Mais bon, je viens d'avoir l'information qu'il faut le faire. Mais permettez-moi aussi d'aborder cette vérification de sécurité au niveau de la sécurité routière. Par exemple, pour un conducteur de 2 roues motorisées, c'est son casque. Voilà, avant de sortir de la maison, il faut d'abord s'assurer que la moto est en bon état de marche, s'assurer que son casque est opérationnel, et puis porter son casque et le porter bien. Ça veut dire qu'il faut attacher la sangle et puis baisser la visière. Donc ça, c'est des vérifications de sécurité quand on est sur un 2 roues motorisé. Il ne faut pas oublier l'assurance dont M. Zagré parlait tout à l'heure, la visite technique aussi, et aussi le permis de conduire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la loi dit que avant de conduire un engin motorisé au Burkina, il faut être détenteur d'un permis de conduire. Et pour rouler à moto, il faut avoir le permis, c'est le permis A1? C'est le permis A1 pour les conducteurs de moto dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3. D'accord. Et le permis A pour les motos dont la cylindrée est supérieure à
125 Et cm3. 125, on est à quel type d'engin de roue? Inférieur à 125, on a les cyclomoteurs et ce qu'on appelle les vélomoteurs. D'accord. Les cyclomoteurs, c'est comme les P50, les MBK, bon, qui tendent à disparaître. Hein. Oui. Les vélomoteurs, c'est les JC, les Nano, Oui. les Spark. D'accord. Maintenant, les motocyclettes dont la cylindrée excède 125 cm3, c'est les Apache. C'est maintenant les R, quoi. Bon, je ne retiens pas trop le nom. En tout cas, c'est des motos. C'est le permis A. D'accord. Voilà. A1, c'est pour tout ce qui vient avant ces motos. Voilà, exactement. Donc, Si on fait une vérification globale en ligne. exactement. vous imaginez. Exactement. Parce qu'en réalité, le permis A1 dont je suis en train de parler, voilà, c'est juste le code de la route qu'on va vous enseigner. Parce que comme on le dit, la route nous parle. À chaque fois qu'on prend la route nous parle à travers les panneaux, à travers les tracés sur le goudron. Et il faut être en mesure de comprendre ce langage-là. Voilà, donc voilà pour un conducteur de 2 roues ce qu'il faut. Maintenant, pour celui qui est en voiture, il faut avoir aussi le permis de conduire, et l'assurance, la visite technique et tout. Et il faut aussi attacher sa ceinture de sécurité. Voilà, c'est ce dispositif qui va nous attacher au véhicule en cas de choc, en cas d'accident, pour que notre corps ne soit pas projeté hors du véhicule, voilà, où on aura plus de chances de mourir. On a vu des cas d'accident. Si on vous dit que les personnes s'en sont sorties, vous aurez du mal à croire, tellement l'état du véhicule, il est waouh. Mais parce qu'ils avaient juste attaché la ceinture de sécurité. Voilà. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut pour nous sauver la vie. Exactement. Si seulement on suivait les règles. Exactement. Et on utilisait chaque élément à bon escient. C'est ça. En tout cas, je pense qu'à la lumière de ce que chacun d'entre vous a dit, on a une idée de ce qu'il vaut mieux faire pour s'assurer d'être plus ou moins bien. C'est vrai qu'en étant humain, on ne maîtrise pas tout, mais au moins ce qu'on maîtrise, il y a des choses qu'il faut faire et qu'on a intérêt à faire. On a demandé à nos téléspectateurs comment, selon eux, il faut se comporter pour s'assurer de passer des fêtes de fin d'année sécurisées, leurs éléments de réponse. J'évite le maximum de rentrer tard. Pendant la circulation aussi, on se méfie très bien de la circulation. Souvent, les petits voyages, si ce n'est pas que c'est à cas de forte nécessité, j'évite les voyages pendant les fêtes. Même à la maison, quand je sors, même pour aller aux toilettes, je préfère fermer ma porte avant d'y aller. Parce que vraiment, à l'ère actuelle, il y a assez de bandits. J'invite vraiment la population à rester vraiment vigilant parce que ce n'est pas du tout simple, ce n'est pas du tout facile. L'année tire vers la fin, il y a trop d'accidents, il faut éviter trop de promenades, il faut vraiment se donner à la prière. Pour ma sécurité, avant de rentrer, je vérifie que je n'ai pas oublié quelque chose dehors. Et quand je rentre, je ferme la porte, m'assure aussi de voir si la clé n'est pas dehors. La circulation, c'est d'abord le respect du code de la route et voir aussi se protéger, mettre le casque. C'est de vraiment cultiver la vigilance à la maison, montrer les précautions à ceux ou celles qui restent à la maison lors de ces moments de fête. C'est toujours mieux de faire l'effort de se lever tôt lorsqu'on sait que nous sommes pressés au lieu de faire la vitesse parce que non seulement on met sa vie en péril, mais nous mettons également la vie des autres en péril. Cette année, nous voyons également aussi que nous avons cette maladie, la maladie à coronavirus, qui est une maladie planétaire. Pour bien terminer cette année dans une parfaite santé, donc nous respectons également les consignes que le gouvernement a données, notamment qu'il y a le port des masques et également la distanciation sociale et puis se laver les mains. Et bien voilà, donc il est clair que pour cette année, effectivement, il y a également cet élément à prendre en compte, le Covid, qui est là encore, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui apparemment a vraiment décidé de mettre le monde à rude épreuve. Donc il faut là aussi respecter un certain nombre de règles. On va dire que l'on connaît tous, mais après souvent on oublie. Se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation, porter un masque, ne pas dépasser un certain nombre de personnes réunies dans un espace clos, permettre la circulation de l'air. Donc on le rappelle encore et encore, mais c'est très important. Un autre élément qui est revenu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi,
c'est quand même les vols et agressions. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y en a tout le long de l'année. Mais en fin d'année, apparemment, c'est le moment des affaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger de cela? Est-ce qu'on peut vraiment l'éviter? Je vais me tourner vers M. Kaboré pour commencer. En fin d'année, on le sait, hein, la convoitise monte parce qu'il faut faire la fête, il faut faire des dépenses et tout ça. Donc, il y a des gens qui convoitent ce qui ne leur appartient pas. Et souvent, ils sont prêts à tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, on se dit on a pris toutes les précautions, mais malheureusement. Bon, comme tout le monde en fin d'année, bon, on a beaucoup plus besoin d'argent pour le fête de fin d'année. Donc, également, il y a beaucoup de risques parce que ceux qui n'ont pas d'activité ou qui n'ont pas les sommes qu'ils veulent vont vouloir les puiser ailleurs. Donc, la première des choses, c'est la sécurité pour soi-même, de vérifier, bon, de rentrer plutôt tôt, éviter par exemple les rues où il n'y a pas d'éclairage en tant que tel, où il y a moins de personnes, moins de sécurité. Donc, concernant les boutiques également, il faut prioriser souvent la surveillance. Bon, peut-être avoir un vigile à côté pour dissuader un peu. Mais aussi, il faut éviter surtout de prendre la nuit. Bon, souvent, il y a certains qui sont au bord de la voie, qui veulent faire d'autostop, tout ça. Donc, on ne sait pas qui est qui. En plus des questions de sécurité dans ce pays. Donc, il faudrait aussi prendre des précautions pour ça, pour ne pas se faire agresser dans certains paramètres. Et de plus encore, quand vous regardez les informations, il y a des informations qui sont données par la sécurité autour de nous, telles que la gendarmerie, la police nationale, souvent sur les pages Facebook, pour dire qu'il y a telle zone ou telle zone qui est un peu plus dangereuse. Donc, en étant dans ces zones-là, donc vous devrez prendre les précautions pour ne pas vous faire agresser. Bon, ça peut arriver à tout moment, donc sans qu'on s'attende, bon, malgré les précautions, mais bon, mieux vaut prendre les précautions avant que ça ne... Voilà. Il y a un certain nombre de choses quand même qu'on peut faire, même si on ne maîtrise pas tout. Voilà. Monsieur Sawadogo, autre chose à ajouter pour être sûr de... Enfin, pas être sûr à 100%, c'est difficile, mais au moins pour se dire, j'ai fait ce que je pouvais faire pour ne pas me mettre en danger. D'accord. Bon, en fait, pour moi, ça doit s'inscrire dans un comportement global de tous les jours. Parce qu'effectivement, la question de la sécurité, ce n'est pas une fois seulement en passant ou bien pendant les périodes de fête. Ça doit s'inscrire de façon globale sur notre comportement de tous les jours. Bon, maintenant, spécifiquement pendant les périodes de fête, ce qu'il faut, c'est effectivement, comme il a dit, éviter les rues qui ne sont pas éclairées. Et surtout, également, si vous avez la possibilité de ne pas sortir seul et de rentrer seul. Si vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes loin de chez vous et que vous devez traverser une zone, si vous pouvez vous faire accompagner par un ami jusqu'à arriver à destination, bien sûr, ou des amis. Là, en même temps, chacun retourne chez lui correctement, sans souci. Et également, donner sa position à ses amis. Voilà, je suis sorti, je suis à tel endroit, ou à sa famille, je suis sorti, je suis à tel endroit, je reviens à telle heure. Là, si à cette heure-là, vous n'êtes pas de retour, on peut savoir que il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui est bizarre. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. On va essayer de vous joindre. Également, à domicile, il faut éviter également de pouvoir être remarqué tout le temps. Bon, là, si on sait qu'à chaque fois vous sortez à 20h et vous revenez chaque matin à 5h du matin, ben c'est facile. Le temps qu'on sait qu'à 20h59, on vous voit devant la porte en train de partir. Si ce n'est pas à 5h, vous ne serez pas de retour. Le compte est bon, on peut tout faire. On a le temps, voilà, on aura le temps de tout vider, machin, faire tout, même faire la fête chez toi, en attendant que tu arrives. Voilà, donc il y a ces petites précautions qu'il faut adopter, mais comme je l'ai dit, il faut également se comporter tous les jours de façon vraiment sécurisée. Donc notamment, comme il a dit, ne pas prendre en autostop n'importe qui. Également, adopter un comportement qui permette aux gens de savoir que lui là, en tout cas, c'est difficile de pouvoir le cibler parce qu'à tout moment, il n'est pas. Voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais à quel moment il bouge. Donc, c'est difficile. Parce que ces gens-là, ces malfrats-là aussi, ils font carrément une étude. Hein, parce que quand ils interviennent, c'est vraiment chirurgical. Ils te font ça. Toi, tu te demandes, mais comment ils ont pu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ils ont tout le temps. Ils ont vérifié.
Il vérifie que tu ne seras pas là à tel moment. Il vérifie qu'à chaque fois que tu gardes ta moto à tel endroit, etc., ou bien ton véhicule est placé à tel endroit. Et dès qu'il jette le coup d'œil, il voit que le véhicule n'est pas là, c'est que tu es sorti. Donc, du coup, c'est ça. Il y a aussi, bon, comment on appelle ça, les camaraderies malsaines. Bon, se promener avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est vrai, c'est la fête. Vous pouvez être embarqué avec des amis, surtout je parle des jeunes. Avec des amis, on vous incite à partir à tel endroit que vous ne connaissez pas. Faites attention à cela. Et je crois que, bon, on ne pourra jamais, en tout cas, donner dans tous les détails. On ne peut pas faire une liste exhaustive, mais quand même garder en tête qu'il faut faire très attention. Exactement, c'est En ça. parlant de la possibilité, en fait, quand on se rend compte de vos mouvements, de pouvoir tranquillement venir opérer chez vous, comme on le dit, moi, la question qui me vient en tête, c'est l'esprit de comment ça se passe, comment ça se fait aujourd'hui qu'on en soit là, alors qu'on vit dans une société, qu'on a des voisins qui quand même se rendent compte que vous n'êtes pas là. Comment on en est arrivé là, M. Zagré? Je dirais que j'ai l'ultime réponse et tout. Je vais donner juste ce que je pense. Oui. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quant au développement ou à la détérioration des éléments de sécurité au niveau de notre pays, de nos villes et tout. Si je peux me permettre une analyse en fait très très basique, avec l'insécurité grandissante un peu, vous avez vu qu'il y a eu des mouvements de population. Voilà. Et il y a des personnes, des communautés, des groupes de personnes qui se retrouvent malgré eux, par exemple en ville. Ils ne connaissent personne, ils n'ont pas de repères et tout. J'en veux pour preuve le taux de mendicité en fait dans nos grands carrefours. Si vous avez prêté attention, ces gens-là, en fait, ces indigents-là sont devenus encore plus nombreux. Et je dis, ces gens-là, en fait, c'est pas à peine de penser loin. Ces gens-là, c'est nous. Ah oui. Et si on n'en prend pas soin, ben, ils vont venir nous demander à notre porte. Ils viendront chez nous et ils vont venir se servir. Voilà. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est le moindre mal. Parce que ça peut rapidement déraper en fait, vers d'autres formes de violence ou d'insécurité que nous ne sommes peut-être pas prêts à gérer. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui contribuent malheureusement à détériorer. Mais si vous permettez, j'aimerais juste attirer l'attention sur quelque chose pour résumer un peu cette question de sécurité. C'est la notion de sûreté. On en parle très peu. Quelle est la différence entre la sûreté et la sécurité? Quelle est-elle? C'est très simple. En fait, la sécurité, c'est un sentiment. On se sent en sécurité ou on ne se sent pas en sécurité. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité ou pas? C'est le degré de sûreté auquel on prête attention. D'accord. Donc, pour résumer un peu l'action, on se sent en sécurité quand il y a la police sur notre chemin, même si ce n'est pas éclairé. Quand on sait qu'il y a une présence, quand on se fait accompagner, c'est une forme de sûreté que l'on se donne pour se sentir en sécurité. D'accord. Bon, on est en période de fête, tout le monde est content de faire la fête. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui se luttent pour nous au nord. Absolument, c'est vrai. Nous avons des gens qui se sacrifient pour que nous, ici en ville ou dans certains endroits, nous puissions jouir d'une certaine forme de sécurité, sentiment de sécurité pour se permettre de faire la fête. C'est vrai. Si on ne se sentait pas en sécurité, est-ce qu'on ferait la fête? Mais non. Quand on arrive dans un coin et qu'on ne fait pas l'inspection de base, c'est parce que dans le fond, on donne une totale confiance à l'atmosphère, à l'atmosphère et à l'environnement immédiat, et on pense que c'est sûr. Donc du coup, on se sent en sécurité sans avoir pris les précautions de base. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'adopter une attitude de recherche permanente de sûreté. Et la sûreté, c'est l'ensemble des éléments de base qui peuvent renforcer notre sécurité. Renforcer le cadenas de sa porte, ajouter des barbelés, avoir un vigile, avoir une arme, et ainsi de suite. Tous ces éléments-là qui, dans le fond, renforcent notre sentiment de sécurité à l'échelle individuelle. Mais après, à l'échelle collective. Voilà. Donc, ce qui est insécure, si votre rue est insécure, c'est que tous vos voisins sont dans l'insécurité. Exactement. Voilà. Tout le monde. Il n'y a pas que voilà vous. Pourquoi, communautairement, nous devons agir à faire en sorte que les endroits soient sûrs, soit en mettant de l'éclairage, soit en mettant un dispositif, soit en mettant en fait un système simplement qui va nous aider à renforcer notre sentiment. Voilà. C'est très Donc, important. d'où vient maintenant la question de sécurité? C'est parce que dans le fond, on ne fait pas l'action de recherche de la sûreté. Voilà. Maintenant, pourquoi ça semble se détériorer? Je pense que pour le court terme, l'analyse de base, c'est les mouvements de population. Nous avons beaucoup qui arrivent dans les villes et qui sont dans des situations de précarité.
Et c'est l'occasion pour nous, en faisant la fête, de nous rappeler que c'est un moment de partage. Et on ne doit pas partager nécessairement avec ceux-là qui peuvent trouver à manger, mais ceux-là qui sont vraiment, je pense, dans la précarité. Et c'est là, en fait, que l'on se rendra compte du sens du partage, parce que la personne qui reçoit ne peut pas forcément s'attendre à recevoir cela, et le geste est encore plus grand. Exactement. C'est souvent des moments où les gens sont désespérés. Oui. Voilà, si tu es une famille ou tu es un père de famille ou une mère de famille, tu as à charger un certain nombre de personnes parce que ton mari a fait un accident, il a perdu son emploi ou bien le Covid-19 a arrêté des activités. On n'a pas eu assez d'économies, nous sommes en période de fête. Bon, il faut payer les habits, il faut. À un moment donné, on est sous pression, ce qui peut amener des gens en fait à des inconduites en fait qui ne sont pas vraiment louables. Voilà. Donc il y a ce processus de réflexion aussi à mener. Personne à charge, moi j'entends enfants également. Parce que cette période-là, c'est une grande période, enfin, c'est pas que pour la fin d'année, hein, mais les jours de fête de façon générale, on assiste à un grand mouvement des enfants. C'est hallucinant. Il y a des jours moins en circulation, un jour de fête. Je me demande d'où est-ce qu'ils sortent? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la route, ils traversent à tout moment. Je ne comprends pas, moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce mouvement des enfants, les jours de fête, pour m'aider à comprendre? Apparemment, vous avez envie de réagir sur ça. Pour les jours de fête, les enfants veulent découvrir d'autres choses. Bon, aller saluer les camarades de temps en temps. Souvent, il y a des concerts libres sur les voies publiques ou bien dans les espaces vides. Donc, tout ce lot-là tente de converger pour aller voir ce qu'il y a de nouveau, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de le voir tous les jours. Donc, ils se disent que c'est l'occasion d'aller voir ce genre de choses-là. Mais en partant, bon, il n'y a pas cette question, cette réflexe de sécurité qui est là. Donc, les ils ne enfants sont pas n'y pensent accompagnés pas, par les parents, voilà, qui n'en fait même pas souvent un souci. Voilà, donc ça fait que c'est un peu dommage. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, peut-être que interpeller les parents, donc de temps en temps de les accompagner. C'est pas ça seulement. Bon, souvent même, on voit sur la voie publique des enfants avec des motos à 3, à 4, souvent qui est très dangereux. Même souvent dans les véhicules, des gens qui sont embarqués, qui sont entassés dedans, c'est compliqué avec toutes ces questions de Covid et de sécurité routière, donc c'est un peu dangereux. Donc c'est ce qu'il faut interpeller aussi, demander aux transporteurs d'éviter les surcharges et ainsi de suite. Donc ça peut aussi entraîner beaucoup de choses qui ne sont pas... Madame Traoré, par rapport aux enfants, j'ai besoin d'avoir votre réaction. D'accord, ok. Bon, je pense que les enfants aussi veulent participer en quelque sorte à toute cette euphorie-là qu'il y a. Comme il a dit, ils veulent aller rendre visite aux oncles, aux tantes. Et souvent, ils sont hauts comme 3 pommes, genre, ils sont tout petits, tout petits. Exactement. Bon, je me rappelle quand on était petite, je pense que c'est ça aussi qui se passe. Pendant les fêtes, on part rendre visite aux tontons, aux tantis, et ces derniers-là nous donnent quelque chose. Voilà. Je pense que c'est cette idée que les enfants ont derrière la tête, parce qu'étant à la maison, même j'en reçois énormément. Ah, bonne fête, tanti, ça veut dire qu'il faut donner quelque chose. Souvent, tu n'es même pas sûr que ce sont du quartier. Je vous assure, non. La plupart, souvent, ils sont pas du quartier. Je ne les reconnais même pas. Parce que ceux du quartier, ils vont venir manger. Tu connais les enfants des voisins. Voilà, exactement. Pardon. Ils vont venir manger et tout, mais il y en a beaucoup, Donc, je pense que c'est ça, les enfants aussi veulent participer à la fête. Bon, les parents aussi donnent la permission aux enfants de sortir, faire un peu le tour de certains quartiers et avoir quelque chose, quoi, parce qu'en réalité, c'est ça. Quand ils viennent saluer, bonne fête, tanti, tu dis merci les enfants, bonne fête. Ils sont arrêtés, donc ils attendent quelque chose et tout. Donc, je pense aussi qu'il appartient aux parents de savoir tenir les enfants, de ne pas, même s'ils vont sortir, que ça se limite dans le quartier, quoi, qu'ils n'aient pas à traverser le goudron, parce qu'on sait qu'en ce moment, les gens respectent moins. Justement. Exactement. Donc, c'est inviter vraiment les parents à garder leurs enfants dans le quartier. À défaut de les garder à la maison, il faut les garder dans le quartier au moins, où ils encourent moins de risques. Voilà. Et j'ai envie de demander aux hommes quand même, comment les garder dans le quartier, ces enfants-là, quand on sait que déjà à la maison, quand ils commencent à marcher, dès que tu les perds des yeux, tu ne sais pas où ils sont passés. Un enfant qui commence à marcher, il disparaît vite.
Dès que tu tournes le regard, tu ne sais vrai. pas où il est passé. C'est Donc vrai. quand il est grand et qu'il peut sortir de la maison, comment on s'assure qu'il reste dans le quartier des enfants? Ça ne va pas être assez facile parce que pour revenir un peu à la question, c'est un phénomène sociologique. Lors des fêtes, on a tous fait sambé et tout ça. Mais le contexte a un peu évolué. C'est ça. Actuellement, nous sommes dans une question, dans un contexte d'insécurité. Alors, il faut effectivement limiter les enfants, en tout cas dans une sphère au moins le moins éloigné possible. Mais comment on fait pour maintenir les garçons? Là, ça ne va pas être simple. Bon, parce que tout dépend de l'éducation aussi. Il y en a, quand il est dit, allez, donc je te donne 1 heure, tu fais le tour et tu reviens. À l'heure qui suit, et la personne revient. Mais d'autres, tu dis, bon, écoute, tu peux sortir, mais dans 1 heure, je vais te voir dans la maison. Ben, il faudrait l'appeler après, sinon, voilà, Il ne viendra pas. Ouais. Ben, donc, du coup, moi, peut-être en termes de conseils, c'est de responsabiliser peut-être les enfants. Peut-être, puisque en général, ils sortent en groupe. C'est ça. Voilà, vous les regroupez. OK, toi, je te désigne comme le responsable du groupe. Ben, vous allez là-bas, 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 et vous revenez. Si vous avez envie d'aller quelque part d'autre, venez encore, on va redéfinir le programme pour vous. Je pense que c'est cette manière-là qu'on peut résoudre ça. Mais sinon, c'est assez compliqué, puisque c'est les jours de fête, si vous les maintenez à la maison, bon, la fête, c'est à quel niveau? Ils ont envie de vivre autre chose. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Il faut qu'on s'adapte au contexte. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Zaga, on n'a pas intérêt à les garder finalement à la maison? Non, je ne pense pas. Il faudrait, à mon humble avis, les laisser sortir, découvrir et puis réseauter. D'accord. Apprendre à connaître et vivre des choses que probablement à la maison, ils n'auront pas l'occasion de vivre. Et surtout, ne pas être scotché en fait, à la télé et à tout ce qui vient comme conséquence en fait, de vivre dans un milieu qui est restreint. C'est ça. Voilà, il faut trouver des mécanismes de contrôle et de surveillance. Et je pense qu'il y a une responsabilité collective en fait, qui se présente. Si les enfants, on veut qu'ils restent dans le quartier, alors que cela devienne en fait l'apanage de tous les membres du quartier. C'est ça. Voilà, donc Absolument. organiser des activités. Les enfants, souvent, ça ne demande tellement pas grand-chose pour être heureux que je pense que collectivement, on peut trouver des voies et moyens pour définir un cadre avec éventuellement de la surveillance appropriée pour qu'ils puissent passer la journée, boire et manger et rentrer tranquillement à la maison. Ça, c'est une première piste de solution. La deuxième piste, il faut utiliser en fait les nouvelles technologies, elles sont là pour ça. On a la géolocalisation en permanence. Vous pouvez géolocaliser votre enfant. Il y a des bracelets pour ça, ça existe. Au Burkina, moi j'en ai vu, ça se vend. Vous avez jusqu'à lui mettre le collier ou le bracelet et tout. Le collier, ça fait bizarre, un bracelet. C'est tout beau. Non, en fait, c'est la connotation derrière du collier. Je préfère le bracelet. Le bracelet est tout beau et tout. Oui. Vous l'accrochez sur lui et tout. Vous faites en sorte qu'il ne puisse simplement pas se détacher. Et en temps réel, vous pouvez savoir par rapport à là où il est physiquement. Voilà. Et vous pouvez en fait aller le chercher là-bas. Ça coûte 3 fois rien en réalité. À part ça, je pense que ça revient toujours à la même chose, c'est la même démarche. Est-ce qu'il ne faut pas simplement mettre des éléments de sûreté? Donc, soit vous les faites accompagner par un adulte, voilà, qui rend compte au fur et à mesure. Est-ce que vous ne mettez pas en place en fait, ce système de sécurité, de géolocalisation pour savoir en fait, où il est par rapport à vous? Est-ce que collectivement, il n'y a pas une réponse appropriée? Voilà. Une fois que les éléments de sûreté ont été balisés, ça devient très simple. On peut les laisser découvrir. Profiter de la fête et s'assurer et être en même temps tranquille en se disant, ça va, on sait où ils sont, on sait avec qui ils sont, on sait ce qu'ils font. Donc nous aussi, on peut avoir l'esprit tranquille pour faire autre chose. Parce que c'est vrai, c'est pas évident un jour de fête si en plus vous recevez d'avoir l'esprit à surveiller chaque enfant. Vous aurez beau vouloir les garder dans un cadre, vous n'êtes pas là, ils peuvent sortir. La tentation est grande dehors avec leurs camarades, ils sont partis et on ne se rend plus compte de ce qui se passe. Donc autant baliser tout ça, avoir un semblant de maîtrise de ce qu'ils font pour se dire au moins on a créé le cadre pour que. Mais je suis d'accord que c'est important pour que les enfants sortent, qu'ils découvrent, qu'ils se rendent compte du monde qui existe autour, que c'est différent, qu'il y a autre chose chez les autres et qu'on a une chance de vivre dans un monde avec autant de différences. Oui. Quelque chose que je voulais ajouter, c'est de dire que l'enfant est comme de l'argile mouillée, donc on peut modeler. Donc il faut de temps en temps discuter avec eux. C'est vrai qu'on dit qu'ils n'écoutent pas, mais à force de parler, il y a certains qui vont quand même garder quelque chose d'intéressant et qui vont le faire ressentir dehors.
Voilà, donc quand il est dehors à une certaine heure, il sait qu'il doit rentrer à la maison, il sait que papa n'aime pas ça ou maman n'aime pas ça. Donc, de temps en temps, il faut discuter parce que ce n'est pas aussi dans nos cultures à Ouaga ici ou dans les autres grandes villes. On n'a pas l'habitude de causer avec le tout petit. Donc, on a tendance à courir plus derrière notre business que l'éducation des enfants. Donc, quand tu n'as pas l'habitude de parler avec lui, donc le jour que tu prends quelque chose au sérieux, donc pour lui, c'est de l'amusement parce que papa va pas, il n'y aura pas de rigueur par rapport à ça. Comme quoi, le sens de responsabiliser les enfants. Voilà, donc il faut discuter de temps en temps. Et souvent, on peut être très surpris de se rendre compte qu'ils comprennent, qu'ils intègrent et qu'ils composent avec. Parce que souvent, on se dit ils sont trop petits pour comprendre, mais en fait, ils comprennent très bien. La preuve, c'est qu'ils s'amusent à braver les interdits pour voir ce qui va se passer en face. Donc, c'est dire qu'ils comprennent. Bien sûr, il faut tester pour voir. Donc, s'ils ont ça, ils comprennent. Eh bien, on va marquer une petite pause et recevoir une autre personne pour parler d'une activité justement qui rentre en droite ligne avec les activités de cette fin d'année. On s'accorde donc une petite pause pub et on revient. Ils sont les plus belles voix du Faso. Ils savent charmer par le bien du chant. Une chorale authentique, pas comme les autres. Amis téléspectateurs, BFM vous présente Chœur Vox Christi. Et oui, les choristes aux voix d'opéra, les précurseurs du bel canto au Burkina seront en concert live sur nos antennes. Découvrez donc Vox Christi avec ses classiques dans les langues locales ce mercredi 23 décembre 2020 à 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Concert offert par Canal+ Burkina. Eh bien, pour la suite, j'ai le plaisir de recevoir pour vous mon papa, donc, qui est à Ouagadougou en ce moment. S'il y a bien un mot que l'on a retenu des 2 derniers mois de cette année, c'est un mot qui nous renvoie directement dans l'univers de Disney avec l'un de leurs plus gros succès. Je parle du Roi Lion, je parle de cette célèbre expression Hakuna Matata, qui devient un spectacle avec Zongo. Comment ça va? Hakuna Matata. Hakuna Matata, il y a eu Hakuna Matata depuis le Kenya, il y a eu ceux qui ont fait au club des petits avec. Mais nous, on a notre Hakuna Matata au Ouaga ici, que tout le monde sait d'où ça vient, pourquoi ça est là et comment ça est là. Et nous, on a décidé que Hakuna Matata ne peut pas partir comme ça facilement, il faut en faire quelque chose. Donc, on a monté un spectacle qui s'appelle Hakuna Matata. Un père qui veut donner sa fille en mariage et l'oncle veut refuser, parce que l'oncle veut voir clair dedans. Aïe, c'est l'enfant de... Je comprends pas, je comprends pas. Quelqu'un qui a son enfant qui dit, bon, ma fille là, elle passe en ville, les gens parlent, tout le monde fait des commentaires. Donc moi, je décide de trouver un mari pour ma fille à mon goût. Ok, enfin, je sais quand même ce que je veux pour mon enfant. D'accord. Je veux trouver un mari pour elle. Et il y a son oncle là, je ne suis même plus avec sa maman. Je ne suis même plus avec sa soeur. Et lui là, il dit forcément que lui, c'est sa nièce. Il veut voir clair dedans. Non, je ne comprends pas cette histoire. Donc, Hakuna Matata. Mais papa, oui. C'est le mari là, c'est pour toi ou pour ta fille? Non, le mari là, c'est pour ma fille. Mais pourquoi c'est ton goût à toi? Non, ce n'est pas forcément mon goût, mais il faut quand même que je sois conscient. Parce que vous êtes jeune. Tu vois, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous vous trompez toujours. C'est pour ça que chaque fois, il y a problème de cœur. Alors qu'un père, il a l'expérience. D'accord. Il a l'expérience. Donc que pour lui, ça n'a pas marché. Ouais, surtout que lui, il est passé à travers plusieurs. Voilà. Donc, dans la démarche d'un homme, même, tu veux savoir que ce n'est pas un homme sérieux. Voilà. Ce n'est pas le boubou qui détermine le bon mari. Ce n'est pas la cravate qui détermine le bon mari. Non. C'est la pertinence de vos idées qui va faire que la fille sera à vous. Donc, moi, je ne suis pas dans les... Il y a des gens qui sautent, qui disent que non, moi, je suis commerçant, donc... Non, ça ne suffit pas. La personne, j'ai dit condition numéro 1, la personne qui peut creuser tunnel, quitter chez lui, venir chez moi, on peut commencer à discuter. Voilà. Tu es arrivé dans le tunnel. Voilà. Okay. Parce que c'est du balèze. Nous, on n'est pas dans les prétendants qui vont marcher, yada, venir se mettre devant les gens. Non, on n'est pas dans ça. Et c'est pour quand le PPS? On fait PPS, mariage, tout ça là, le même jour, le 30. D'accord. Voilà. Le 30. Et je préviens tous les prétendants qui sont en train de sauter en ville, les jeunes de coupé décalé qui passent, et les gens qui disent qu'ils sont des gourous. Regarde, c'est mon enfant et c'est moi qui donne à l'homme que je veux. Voilà. C'est comme ça. Hakuna Matata. Qui sont les invités? Bon, il y a un certain Tao, qui est l'oncle de ma fille, qui me fatigue, qui veut forcément être là. Je dis je ne veux pas, mais il veut être là forcé.
Mais c'est Et la fille il de se sa fait sœur. accompagner par son avocate qui est Philo. Philo qui, elle, n'a pas trouvé quelqu'un d'autre à soutenir si ce n'est pas Tao dans cette histoire. Heureusement que de mon côté, il y a Gérard, voilà, qui me soutient. Et après, il y a les prétendants, tu vois, les jeunes, je ne les comprends pas. Les Joe le Rapide, les Aladji Kiliassi, les Dacosta, et ils disent que c'est moi, mon enfant, là. Donc, je ne parle pas. Hakuna Matata, le 30, au CIAO, on verra ce qu'on verra. Et nous qui voulons voir, justement. Vous qui voulez voir, venez voir parce qu'il faut que vous soyez là. Ah ben oui. Voilà. De Donc, toute façon, l'oncle de la fille veut voir clair, là. Nous aussi, on veut c'est voir. l'oncle de la fille même là qui ne doit pas voir clair dans cette histoire. Parce que c'est moi qui ai souffert. Et c'est pas comme on met un enfant à l'école, comment on s'en occupe. C'est pas parce que je suis plus avec ta soeur que tout ce que j'ai fait, tu vas penser qu'il y a un doute dedans. Non, c'est mon enfant quand même. Toi, tu ne peux pas aimer mon enfant plus que moi pour dire que non. Mais c'est je son enfant doute. aussi. C'est son enfant aussi. Mais moi, c'est mon enfant. Moi, il n'y a pas aussi dedans. Moi, c'est mon enfant direct. Voilà. Lui, là, il a failli que moi, je fabrique cet enfant pour que lui soit un oncle. Voilà. Donc, l'effort consenti, le premier qui a fait l'effort, c'est moi. D'accord. Voilà. Donc, par conséquent, dans les retombées aussi, c'est moi. C'est le père d'abord. Voilà. Donc, les oncles, les cousins. Les aussi, c'est après. Voilà. Les aussi, là, c'est comme si on met point de suspension. Voilà. Quand on fait phrase et puis on met point de suspension, là, c'est comme les. On dit et bien d'autres. Voilà, c'est les et bien d'autres. Eux qui sont toujours dans le concert, là. Et ils sont toujours dans le concert et bien d'autres. On ne voit pas les figures, mais eux, ils sont et bien d'autres. Donc, les et bien d'autres, là, et ils veulent prendre la place du père. Non. Ça ne marche pas. Mais moi, je veux savoir, comment est-ce que le papa, là, vous comptez vous défendre par rapport? Vous avez une avocate ou un avocat? J'ai mon avocat, c'est mon ami d'enfance qui est un expert en mariage. C'est quelqu'un qui, lui-même, il a fait au moins 14 divorces. Donc, on connaît bien ce qu'on appelle le mariage. Voilà. Donc, et on sera ensemble, lui, il va. Parce que, tu vois, je les vois venir. Ils sautent, ils racontent. Non, la fille là, est-ce que. Non, c'est pas parce que sa maman n'est plus au foyer que vous allez décider. C'est nous, on décide. Même si sa mère est au foyer, c'est le père qui décide de l'avenir de l'enfant. Bon, en fait, je ne peux pas faire le débat parce que c'est mon père. Voilà. Donc, je me tais. C'est sa grande sœur qui doit se marier. Voilà. C'est sa grande sœur qui doit se marier. Voilà. Et bon, point de suspension. Donc, venez voir. Hakuna Matata. Et c'est combien les prix d'entrée? Non, c'est cadeau. Mais pour sortir, on paye combien? Voilà, 5 000, 10 000. Ok. Voilà. Ça, c'est. Bon, après, tu vois, les 5 000, ça, c'est. Il y a quelqu'un qui m'a dit 5 000, ça, c'est pour Karpala. Mais là, je ne serais pas d'accord. Hein? J'ai dit non, à Karpala, il y a des 10 000 aussi. Il y a même des 15 000 à Karpala. Voilà. Quand même, Karpala, là, attends. C'est pas parce que les gens disent que les filles de Karpala n'ont pas besoin de fonds de teint qu'on va dire qu'ils vont payer 5 000. Non. Non, Karpala, c'est quand même un quartier important de Ouagadougou. C'est vrai. C'est mon quartier. Voilà. Donc, les tickets, c'est 5 000, c'est 10 000 et c'est 15 000 pour les gens de Karpala parce que c'est les VIP. Voilà. Du coup, maintenant, si Karpala, vous ne payez pas 15 000, c'est pas nous. Non, les gens, attends, comment toi tu fais pas? Tu sais combien de gens habitent à Karpala? Je les préviens seulement, mon papa. Voilà, ils habitent à Karpala. Zougouna Zramda habite à Karpala. Ah, c'est vrai. C'est quand même un VIP. Comment il s'appelle? Le DG, ancien manager, là. DG de BBDA, là. Quelqu'un qui portait culotte, qui porte maintenant pantalon. Lui aussi, il habite à Karpala. Donc, ça veut dire quand même qu'à Karpala, il y a des gens. Voilà. Donc, et pour avoir les tickets, c'est quoi le numéro? Pour avoir les tickets, il y a un numéro qu'on a écrit quelque c'est part. C'est 73. Voilà. 73 20 60. 73 20 60. Ne m'appelez pas. Moi, je ne donne pas de ticket. Moi, je suis dans mon mariage. Enfin, pas mon mariage, mais de mon enfant. Voilà. Les tickets, 73 20 60. Débrouillez-vous avec eux. Nous, on vous attend le 30. Enfin, je vous attends le 30 pour célébrer le mariage de ma fille. Le reste, elle ne les regardez pas. Non. Les oncles, les neveux, les tantes, les prétendantes, c'est moi qui décide. Voilà. À ton mariage aussi, ça sera comme ça. Voilà. Donc, il faut leur dire déjà. Tout ce que je vois qui tourne là. Il faut leur dire que j'ai acheté un nouveau fusil. Voilà. Oui, moi-même, j'ai vu ça. Ça brille comme ça. Voilà. Donc, on fait pour ta soeur le 30. Et puis pour toi, on va commencer à réfléchir. Parce que toi aussi, 2021 là arrive. Ça arrive. Le 1 qui est dessus là, il faut prendre ça. C'est
Eh bien, pour être en sécurité quand on rentre dans notre famille, il faut prendre ses précautions d'avance. Oui. Eh bien, mon papa, on parle de justement passer les fêtes de fin d'année en sécurité, en bonne santé, en prenant les précautions qu'il faut. On a parlé de sécurité routière, on a parlé de sécurité à la maison, on a parlé de sécurité là où on fait la fête, que ce soit au Siao, que ce soit au Maquis, que ce soit dans une autre famille, des précautions à prendre. Alors, aujourd'hui, si on a envie de dire à une personne, pour passer de très bonnes fêtes, toi-même, tu sais qu'il faut faire ci, ça. Toi, si tu dois donner des conseils, c'est quoi, mon papa? Moi, je pense que les premières personnes auxquelles on doit parler, c'est les transporteurs. D'accord. Parce que les gens se déplacent pour aller rejoindre leur famille pour la fête. Et les transporteurs considèrent cette période-là comme une période de grosse rentabilité. Donc, le trajet qu'ils font en général une fois chaque semaine, ils veulent le faire maintenant 5 fois la même semaine. Et ça provoque des conséquences qu'on ne veut pas. Et c'est ça qui envoie des accidents parce que les gens sont fatigués et ils ne veulent pas s'arrêter. Ils veulent forcément conduire parce qu'il y a des gens qui veulent voyager. Donc, les premières personnes à faire très attention, sur lesquelles on doit veiller, même les passagers. En général, les gens qui voyagent aussi, ils viennent et ils se font conduire, ils s'en foutent de comment le gars il conduit et tout. Non. Ils veulent juste arriver. Voilà. Il faut faire attention. Si vous devez prendre un véhicule, il faut être rassuré que le conducteur, là, il est lucide. Que ce n'est pas café qui le tient debout, que c'est lui-même qui se tient debout. Ça, c'est déjà important. Pour le transport, pour les déplacements des uns et des autres. Maintenant, dans les espaces de fête, dans les débuts de boissons, il faut faire attention. Il y a des gens qui font une fête de fin d'année comme si c'était la dernière. Donc, ils pensent qu'ils doivent donner tout, faire tout. Non. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert en 2020, mais quand même, il y a d'autres années qui viennent devant. Pour arriver à faire les autres années, là, il faut faire ça doucement pour sortir de ça, pour pouvoir profiter des autres fêtes. Voilà. Merci beaucoup, mon papa. Maintenant, à la maison, il faut faire attention. Comme je te donne des cadeaux toujours, dis, c'est pas c'est les petites choses. C'est les petites choses. C'est comme ça que je décide aussi qui va te marier. Bon, ok. Oui, mais toi, tu me proposes. Oui. Et moi, je valide. Voilà. Non, comme tu es majeur. Oui. Voilà. Tu ne travailles plus dans la mine, tu n'es plus mineur. Non. Donc, si je travaille dans la mine, là aussi, c'est pas Donc, tu proposes et puis, moi, je valide. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On arrive à la fin de cette émission. Je veux dire merci à chacun de mes invités. Daouda Salvadoro, qui assure la formation des formateurs à la Croix-Rouge, à qui on dit un grand merci. Merci pour ces rappels de sécurité, de consignes de sécurité. Alors, avoir les bons réflexes là où on se trouve pour s'assurer que l'on ne s'expose pas. En cuisine, y penser. Au salon, y penser. Au maquis, y penser. C'est très important. À l'hôtel, y penser aussi. À l'hôtel, y penser. Un numéro de téléphone. Il ne faut pas avoir peur de dire. À l'hôtel, il faut penser. Ils vont. Voilà, faites attention. Les endroits où les gens vont dans la période de fête. À l'hôtel, il faut penser aussi à la sécurité. Voilà. C'est important. Alors, un numéro de téléphone, peut-être pour ceux qui souhaiteraient entrer en contact, venir se faire former, apprendre les premiers gestes d'urgence à la Croix-Rouge. Voilà, donc c'est le 66 30 38 38. Juste rappeler aux gens que c'est parce qu'on vit qu'on a des envies. Absolument. Voilà, donc il faut vivre. Et vivre, c'est la fin d'année, comme il a dit. On va changer de micro pour vous entendre. Donc, il ne faudrait pas rester avec l'année 2020. Il y a 2020 c'est ça, qui il faut arrive, continuer. Alors, donc, le numéro 66 30 38 38, 66 30 38 38 à la Croix-Rouge. Madame Traoré de l'ONACER, vraiment un grand merci. Merci à vous. S'il y en a qui souhaitent rentrer en contact avec l'ONACER, est-ce qu'il y a un numéro ou un moyen de vous contacter que vous souhaitez laisser? C'est peut-être les invités à l'ONACER, même si Zawara 2000, avenue Samben Ousmane. D'accord. Voilà. Et puis, un dernier message à tout le monde, c'est inviter chacun à bien se comporter sur la route. Parce que, comme on le dit, le bon comportement de chacun sur la route fait la sécurité de tout le monde en circulation. Merci beaucoup, Madame Traoré. Monsieur Kaoré. Ok, donc nous allons remercier nos téléspectateurs et remercier également BF1 pour cette action. Donc, qui va montrer aux gens qu'il faut encore plus de prudence en cette fin d'année. Et également, comme
tout a été déjà dit, éviter beaucoup plus d'alcool sur la voie publique, et ainsi de suite. Donc, nous allons vous remercier beaucoup pour cette action. Le numéro de AFOP AFOP, bon, je n'ai pas ça en tête, mais... on va le laisser en commentaire sur Facebook pour vous, les amis. On va faire ça. Chez Zagari. Merci. Pour me contacter ou contacter l'association, vous pouvez composer le 60 63 33 23. 60 63 33 23. Un dernier mot, redoubler de vigilance et avoir une pensée spéciale pour tous ceux-là qui sont dans le Nord et qui se battent pour que nous soyons en sécurité. Pour passer des fêtes. On pense vraiment à eux, on est de tout cœur avec eux et avec leur famille aussi. Naturellement. Merci beaucoup. Également un grand merci à mon papa. Donc le rendez-vous c'est le 30. Hakuna Matata, le 30. À 19h. Le 30 à 19h, Siao, Hakuna Matata. Merci beaucoup les amis. Donc n'oubliez pas, comme M. Savadogo l'a dit, c'est parce qu'on a envie, qu'on a des envies, il faut redoubler de prudence, faire attention. L'année s'achève, mais on n'est pas obligé de nous en aller avec elle. 2021 vient et il y a des projets à réaliser en 2021. Il faut être en bonne santé, en bonne forme et tous ensemble continuer à construire de belles choses. À demain avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Merci de rester fidèles au programme de BF1. Faites très attention à vous. Au revoir.